Le démon du pasteur, le cas François Péroux. Le premier cas que nous allons aborder s'est déroulé en 1612, après l'arrivée à Mâcon de François Péroux, ministre de la religion réformée. Après 2 prises de la ville par les Huguenots en 1562 et 1567 et 2 reconquêtes par les catholiques, l'installation d'un pasteur protestant à Mâcon provoqua, on s'en doute, un enthousiasme plus que limité parmi les échevins, le conseil municipal de l'époque, ce malgré la protection que l'édit de Nantes accordait aux protestants. Toutefois, devant l'insistance de plusieurs membres de la bonne société mâconnaise, ils finirent par s'incliner et donner leur aval à la venue de François Péroux, qui s'installa, originaire du pays de Gex, et qui s'installa en 1611 d'abord rue Saint-Nizier, puis rue Châtillon, près de l'auberge à Saint-Nicolas, dans une maison adossée au rempart de la ville. La situation se corsa lorsque le ministre de la RPR, comprenait religion prétendument réformée, demanda à ouvrir un prêche aux portes de la ville, au niveau de la Petite Coupée, c'est-à-dire aujourd'hui à Charnay, au nord de la route de Davaillé. Cette annonce provoqua aussitôt une levée de boucliers. L'un des échevins lança au pasteur « Nous mangerons plutôt nos murailles, nos femmes et nos enfants que de consentir que vous soyez là établis. » Le soir même, nous sommes le 14 septembre 1612, François Péroux s'absenta pour un colloque à Couches. Lorsqu'il revint le 19, il trouva sa femme et sa chambrière dans tous leurs états, totalement abattus. Elles lui firent alors un bien étrange récit. Le soir de son départ, les rideaux du lit de son épouse auraient été tirés avec violence par une main invisible. Sa femme de chambre, dormant tout à côté, serait accourue et n'aurait pas vu âme qui vive. Le lendemain soir, alors que les 2 femmes terrifiées partageaient la même couche, leur couverture aurait brusquement été arrachée du lit. Là, paniquée, la femme de chambre se serait levée, aurait voulu se rendre dans la cuisine et ne serait pas parvenue à en ouvrir le verrou, comme si une force s'opposait à elle de l'autre côté. Étant allée chercher un jeune homme qui dormait dans leur maison pour lui venir en aide, elle serait finalement parvenue à ouvrir cette porte et aurait constaté que la cuisine avait été mise sans dessus-dessous. La vaisselle avait été renversée, les chaudrons et les casseroles gisaient au sol, retournés par des mains invisibles. François Péroux se montra à la fois étonné et sceptique face à ce récit. Il plaça ces événements sur le compte de Plaisantin et sur, je cite, « le caractère facilement impressionnable de la gente féminine ». Afin d'en être certain, il fouilla la maison, barricada portes et fenêtres, poussant même le souci du détail jusqu'à obstruer les chatières. Et pourtant, malgré ce luxe de précaution, à peine fut-il couché qu'un grand bruit se fit entendre, comme celui d'un bâton frappé sur une paroi, tandis qu'un tintamarre s'élevait de la cuisine, dans laquelle des objets étaient jetés et secoués bruyamment. Le pasteur se leva, l'épée à la main, et fouilla de nouveau la maison de fond en comble en vain. Dès lors, il se résolut à envisager la seule explication possible. Il était confronté à un esprit malin. Il convient de replacer cette conclusion dans son contexte. Au XVIIe siècle, nul ne rejetait l'existence de Dieu ni par conséquent du diable. En fait, selon un paradoxe qui n'est qu'apparent, la croyance en l'un renforçait la croyance en l'autre. D'ailleurs, les sorciers eux-mêmes s'inspiraient de la liturgie officielle pour composer leur messe noire, dérobant des hosties pour en détourner la puissance magique, preuve qu'ils y croyaient eux-mêmes. De plus, 2 affaires de possession démoniaque avaient déjà secoué la France à cette date. L'affaire Marthe-Brossier en 1598 et celle des Ursulines d'Aix en 1611, accréditant par le scandale qu'elles engendrèrent l'idée que les démons étaient susceptibles de s'introduire en tout lieu. Des polémiques s'élevèrent autour de la véracité de ces possessions. Ainsi, Marc Duncan, huguenot et principal de l'Académie protestante, plus que sceptique à ce sujet, déclara-t-il « C'est avoir l'esprit merveilleusement préoccupé que de croire que se rouler, se vautrer et se traîner par terre soit une chose surnaturelle. » Il parlait quant à lui d'hystéromanie, voire d'érotomanie, due à des psychoses engendrées par la claustration. Il ajoutait « Il y a maladie et artifice joints ensemble ». D'autres médecins rejoignirent cet avis, tels que Guy Patin, lequel remarqua qu'il s'agissait toujours de femmes, soit religieuses, soit très dévotes. Il pensait que ce n'était pas tant un diable d'enfer qu'un diable de chair, que le saint et sacré célibat a engendré. Mais revenons à Mâcon. En ce qui concerne notre pasteur, étant donné le caractère doublement sulfureux de la présence d'un démon dans la maison d'un protestant installé en terre catholique,
On comprend que le premier souci de François Perrault ait été de s'entourer de témoins. Il réunit donc quelques amis protestants et François Tornu, notaire royal et procureur à Mâcon, connu pour être un fervent catholique. Durant plusieurs soirs, rien ne se produisit. Puis, le 20 novembre 1612, un sifflement aigu se fit entendre, suivi d'une voix toute proche, intelligible, quoique étrangement enrouée, répétant « 22 deniers, 22 deniers », puis « Ministre, ministre !» voix dont François Perrault dit qu'elle évoquait ces oiseaux qui sont en cage auxquels on a appris cette note. Dans les jours qui suivirent, le démon changea du tout au tout. Il se montra aimable, récitant des prières, quoique en les tronquant toujours légèrement, ce qui, à l'époque, était vu comme un signe de pacte avec le diable. Puis en vint à mentionner des détails concernant la vie du pasteur. Il dit avoir parlé à son frère Amos, lui-même ministre de la religion réformée, qui vit dans le pays de Gex, alors qu'il se trouvait en compagnie du sieur Dupan. Et il dit leur avoir demandé s'ils avaient quelque chose à dire à François Perrault, puisqu'il allait le voir prochainement à Mâcon. Détail troublant, le sieur Dupan, interrogé ultérieurement, dira avoir effectivement échangé de tels propos avec un cavalier montant un cheval fort maigre. Le démon alla plus loin, révélant à l'une des personnes présentes des secrets la concernant, secrets qu'elle n'avait jamais, par définition, révélés à personne. Puis il redevint espiègle. Entre deux blasphèmes, il taquinait la chambrière, qu'il aimait à qualifier de bressande, lui volant ses souliers, il houspillait le palefrenier dans les écuries et commis chez le pasteur cent autres taquineries que je n'évoquerai pas aujourd'hui pour des raisons de temps. Il se manifesta aussi en dehors de la maison, faisant entendre des bruits de clochettes dans la rue et jusque dans la boutique d'Abraham l'huilier, orfèvre à Mâcon. Il escamotait de petits objets qu'il aimait à faire réapparaître dans l'atelier de ce dernier en d'autres endroits. Le même Abraham l'huilier en fut témoin en compagnie de Claude Repet d'une saisissante apparition nocturne. Alors qu'il parvenait en vue du logis de la Tête Noire, situé rue Franche, donc au pied de la cathédrale, ils aperçurent la silhouette d'une femme filant sa quenouille sous la lumière de la lune. Intrigués, ils s'approchèrent et l'apparition s'évanouit immédiatement. Après avoir parlé du passé, le démon du pasteur se mit à prédire l'avenir. « Ô pauvre Huguenot, que vous aurez à souffrir dans quelque temps. Oh, qu'on vous la garde belle !» déclara-t-il. Enfin, devant leur résistance, devant les prières constantes que le pasteur et sa famille lui opposèrent, le démon déclara le 25 novembre 1612 « Je ne parlerai plus ».